Tu mets 500 pièces dans le compte, le gouvernement rajoute 1500. Tu es Donc, rendu à 2000. c'est vraiment un incitatif à l'épargne. Bien, pas mal plus que le REER puis le régime enregistré, épargne-études qui va te donner un 30 ou un pourcentage de ton salaire avec le REER qui peut aller à 38-45 si tu as des gros revenus. Bien, mieux que ça, tu as 300 par temps. 300 je veux dire, on n'a même pas parlé de rendement qui est à 300 Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir des invités extraordinaires. C'est des gens qui sont complètement normaux, mais qui ont développé un talent ou une expertise dans un domaine en particulier. Ils ont des choses à nous dire. Ils veulent nous partager des trucs qui vont nous aider à mieux gérer nos finances personnelles. S'il vous plaît, parlons-en et écoutons-les. Salut Pat, c'est quoi le REEI? Le REEI, le régime enregistré épargne invalidité. C'est un placement enregistré comme le REER, CELI, tout ça, sauf exclusif aux personnes vivant avec un handicap. Puis un des premiers problèmes qu'on voit, les personnes handicapées ou vivant avec un handicap, parce que le terme est différent. Quelqu'un handicapé, première fois qu'on a en tête, c'est la personne dans la chaise roulante ou avec une trisomie ou autre. Tu as une limitation fonctionnelle au niveau psychologique, au niveau physique. Tu regardes juste les petites règles, tu remplis le formulaire T2151 par ton médecin. Et on s'entend, il peut avoir un handicap de façon permanente. Puis ben là, tu vas avoir droit à des crédits d'impôt. Puis là, tu vas avoir le droit, parce qu'une fois que ton crédit d'impôt est accordé, là, tu vas avoir le droit au régime enregistré épargne invalidité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on nous propose ou il faut qu'on sache que ça existe? Pas en tout. Je travaille justement sur un projet là-dessus parce que quand j'ai vu le formulaire, je me suis dit, mais voyons donc, pourquoi personne ne sait ça? Moi, j'ai plein de monde dans ma famille qui ont des handicaps. Il y en a 2 qui sont aveugles, il y en a qui ont diabète. Puis diabète, le monde dit, non, on n'a pas le droit à rien pour ça. Diabète type 1, c'est une prise d'insuline à faire. C'est un médicament que tu dois prendre pour le maintien de ta vie. C'est ça le terme. Tu as un handicap, tu n'es pas handicapé, mais faut que tu maintiens en vie. C'est un problème. Il y a des frais qui viennent avec ça. Des frais de médicaments, tu vas pouvoir en mettre plus au niveau de tes impôts. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Puis ça, le médecin, on a juste dit au médecin, hey, apprends le formulaire et fais-le signer au monde. Puis là, mais le monde va voir le médecin. Le médecin, c'est pas son premier réflexe de je vais te remplir le formulaire. Puis les règles, ils changent. Tout est modifié à chaque année. Fait que ça se peut que les critères en 2008, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Fait que, une fois ton document qui est fait, ultimement, ce qu'on va avec ça, si c'est un revenu net inférieur à 97 600, ça, c'est les chiffres que j'ai de 2020, ben, tu as le droit à la subvention pour personnes handicapées qui va de 300 de ta cotisation, le premier 500 $. Tu mets 500 pièces dans le compte, le gouvernement rajoute 1500. Tu es Donc, rendu à 2000. c'est vraiment un incitatif à l'épargne. Bien, pas mal plus que le REER puis le régime enregistré, épargne-études qui va te donner un 30 ou un pourcentage de ton salaire avec le REER qui peut aller à 38-45 si tu as des gros revenus. Bien, mieux que ça, tu as 300 par temps. 300 je veux dire, on n'a même pas parlé de rendement qui est à 300 ben, en gros, le régime enregistré épargne invalidité, le gros avantage que tu as de ça, c'est que tu peux cotiser 1500 $ par année et aller chercher des subventions considérables. Ton premier 500 $ est triplé de la part du gouvernement. Mais pas juste, bon, je suis plus rendu à 500, je suis rendu à 1500. Non, non, non. Ton montant, tu as mis 500 $, le gouvernement rajoute 1500 $. Tu es rendu à 2000. Extrêmement bénéfique. L'excédent que tu vas mettre pour cette année-là, 1000 $, qui pourrait être le maximum pour aller chercher, le gouvernement va le doubler. Tu mets 1500, le gouvernement rajoute 3005, tu es rendu à 5000 dans le compte. 5000 va faire de l'intérêt. Extrêmement bénéfique. Si tu avais droit à des cotisations antérieures, mettons, ton compte, ça fait 3 ans qu'il est ouvert, mais tu n'as jamais rien cotisé. Tes premiers montants que tu vas mettre, va aller chercher les 500 $ des années antérieures d'abord, pour après ça, aller chercher des tranches de 1000 $ à 200 de subvention. Wow, c'est rétroactif en plus. C'est rétroactif, c'est là qu'il faut faire attention aussi. C'est que le maximum que tu peux aller chercher rétroactif est 10 500 $. Au moins, ton 500 $ par année, tu vas le mettre là-dedans le plus que tu peux. Et 500 $, c'est 10 $ semaine. Effectivement. Non, mais c'est vraiment intéressant. Donc, tout ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un type de compte comme le REER, le CELI, où on peut mettre n'importe quel placement à l'intérieur. Exactement. Puis c'est un placement enregistré, ce qui veut dire que l'intérêt est à l'abri de l'impôt. On ne sera pas facturé à chaque fin d'année sur l'intérêt généré. 31 décembre de l'année où tu as 49 ans est la dernière date, tu peux faire une cotisation et avoir des subventions. Quelqu'un qui a 51 ans, par exemple, il n'a jamais investi là-dedans, il dit bon, ben, je vais mettre 10 000, je vais chercher mon rétroactif de 10 ans. Ce que je pouvais faire? Non. 49 ans. Quelqu'un qui allume et qui a 48 ans et il dit hey, ça existe ça, je vais mettre de l'argent là-dedans. Ben, tu vas mettre le maximum pour ton année 48 ans, tu vas mettre le maximum pour ton année 49 ans et ça arrête là. OK. Donc, ça te prend de la planification.
Vraiment. Puis c'est pour ça que je veux rendre ça le plus public possible. L'autre chose qui est à savoir, tu peux quand même cotiser dans le compte sans subvention jusqu'à 59 ans. Mais là, pourquoi on ferait ça? Si l'argent que je mets là-dedans, je n'ai pas de subvention. Je vais le mettre dans mon CELI rendu là, ça revient Parce que au tu n'as pas même. d'impôt quand tu le ressors. L'impôt est différent. Il y a vraiment des petites règles spéciales. Le REEI, l'argent que je mets là-dedans et les revenus que je génère, toute source, n'a pas d'impact sur les suppléments gouvernementaux. Donc, l'aide sociale et le supplément de revenu garanti. Parce que moi, j'ai 100 000 200 000 D'un, je ne peux pas le mettre 100 dans un CELI. Je le mets en placement non enregistré, je fais du revenu, mettons, d'intérêt parce que je ne peux pas placer mon argent au risque, je n'ai pas d'argent. Bien, 100 de mon argent généré va réduire de 50 mon supplément de revenu garanti. L'argent que je vais mettre dans mon REI est l'équivalent d'un R3E. Donc, les cotisations déposées ne sont non imposables, mais les subventions plus les intérêts vont être imposables au décaissement. Okay. Si je décaisse 5 de mon portefeuille, de là-dessus, c'était 3 seulement réel qui était de la part du revenu généré, puis le reste, c'est 2 de mise de fonds, de cotisation. Mais ton impôt, il n'est pas très élevé là-dessus. C'est super intéressant. Ouais. Il y a un autre bémol, par contre, qui n'est pas parfait du REI. L'argent doit être investi 10 ans. 10 ans. OK. Donc, si on a cotisé à 48 ans, on peut seulement le retirer à partir de 58 ans, mettons. Exact. D'où pourquoi que la 49e année, la dernière année de dépôt, parce que je peux juste cotiser jusqu'à 59 ans. Fait que là, à un moment donné, on met une limite là-dessus. Quelqu'un décide de décaisser, il peut décaisser à tout moment pareil. Il décaisse, ben c'est quoi bad luck? Ben, le gouvernement va faire comme dans un régime enregistré épargne-études. Ordonne-moi mon argent, ordonne-moi mes intérêts, ordonne-moi mes affaires, puis organise-toi avec le reste. Tu reprends ta mise, mais tu ne gardes pas dans le fond toutes les subventions. Si jamais tu as un diagnostic de décès à court terme, on va te permettre d'en décaisser tout de suite. Sans impact. Okay. Fait que, au moins, à ce niveau-là, ça sécurise les gens. En cas de décès ou quelque chose qui est à venir, on fait quoi avec l'argent? On pourra en décaisser une partie. Il faut faire une entente avec le gouvernement du jour au lendemain parce qu'il faut prévoir les affaires. Ce n'est pas un régime qui devrait être géré par quelqu'un qui ne connaît pas ça. Vraiment pas. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui connaît ses affaires et se spécialiser là-dedans parce que les règles, pour vrai, moi, j'ai appelé l'ARC. Puis, ils m'ont envoyé un formulaire de 700 pages pour me dire, voici ce qui est à savoir. OK, ben, tu peux couper vite là-dedans. Là. Ben, il y a 5 pages de matière importante vraiment qui est spécifique au régime, qui concerne normalement les conseils financiers. Il reste pour les banques, la conformité, les lois, tout ce qui l'a encore. Mais grosso modo, quelqu'un qui a un handicap, ce qu'il devrait faire vraiment dans l'ordre, la partie la plus simple et l'étape la plus essentielle qu'il n'y a pas. Marque sur Internet, c'est IPH. Va t'instruire là-dessus. Trouve le formulaire T2151, puis va voir ton médecin avec ça. Dis, peux-tu regarder ça? Le pire scénario possible, il va te dire non. Ton médecin de famille, c'est le plus apte, le meilleur pour remplir ça. Si tu n'as pas de médecin de famille, ben là, tu peux le voir, mettons, un physio-chiro. Fais écrire à quelque part, tu as un trouble. Juste ça, juste écrire à quelque part, tu as un trouble. Donne-toi un papier. Fais-toi avoir quelque chose qui dit que tu as de quoi. 6 mois ou 1 an après, retourne, va-t'en à l'urgence. Arrive avec un papier, dis, gars, écoute, j'ai ce trouble-là depuis tant de temps. J'ai un papier, il t'écrit, c'est pas temporaire, fait pas 2 jours, je fais le pas bien. J'ai quelque chose. J'ai pas de médecin de famille, il me dit, peux-tu me compléter au moins ce document-là? Puis le médecin, là, c'est quelque chose pour le backer, puis il peut appeler un physio pour dire, oui, OK, tu as vraiment des suivis puis un traitement, moi le faire. On peut aller rétroactif 10 ans. C'est pas une course, là. Comme tu sais, il y a une certaine forme de planification qu'on doit faire dans ça, faire les étapes dans le bon ordre, aller voir les bons professionnels pour se backer, puis pas faire n'importe quoi. Puis, comme tu disais, faire des erreurs qui, ultimement, vont être coûteuses parce qu'on y avait accès, mais finalement, on a perdu le droit pour une raison ou une autre. Là. Puis c'est surtout ton spécialiste financier qui va gérer ça. Elle surtout connaît les règles.